il y a plus de choses qui vont rentrer en jeu et je trouve que ces paramètres qu'on peut gérer, c'est vachement plus intéressant que ok, en courte distance, tu fais de mauvaise natation, ta course elle est réglée quoi. Alors que là, typiquement en Hambourg, je fais pas une très bonne natation justement, mais comme un Ironman, rien n'est jamais fini et ben il y a toujours moyen de se rattraper pendant quoi. Ouais. Ça revient fort, ça revient fort. Elle est impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition ultra rapide. Énormissime. Accroche. Il a gagné la finale. Allez, sors, allez. Oh, c'est la patrouille de France, l'armée des champions, c'est eux. Salut, c'est Valentin et je vous souhaite la bienvenue dans Loop sur le triathlon. Toutes les 2 semaines, je vous emmène à la rencontre des passionnés de triathlon, que ce soit des athlètes professionnels, des coachs, des nutritionnistes. Bref, on part à la rencontre de ces passionnés qui sont acteurs de notre sport. Alors bonne écoute! L'épisode que vous allez découvrir vous est proposé grâce à mon partenaire Cyclette. Je suis très heureux d'avoir ce partenaire car je suis un de leurs clients. En effet, vous le savez maintenant, je suis un réel passionné de triathlon et ces derniers temps, je me cherchais un nouveau vélo. Je suis donc tombé sur les vélos reconditionnés par Cyclette et j'ai acheté mon SL6 dont je suis très content. À la suite de cet achat, j'ai beaucoup échangé avec Othman, le cofondateur de Cyclette. Suite à nos échanges passionnés, Cyclette a décidé de m'accompagner sur le podcast. D'ailleurs, à cette occasion, vous pouvez profiter de la livraison gratuite sur l'intégralité du site Cyclette, CIKLET.cc, avec le code triathlon. Hello Rémi. Ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, super. La forme, on est sur Nice là, t'es chez toi, tout se passe bien ? Ouais, pas loin de la maison en plus, donc bon. c'est cool. Au top. Je suis vraiment ravi de te recevoir dans le podcast Loop sur le triathlon. Pour commencer notre échange, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Ok, du coup, je m'appelle Rémi Comte, j'ai 25 ans, bientôt 26 ans. Maintenant, je fais du triathlon depuis une dizaine d'années, mais de toute façon, on en parlera après plus d'où je viens. Mais voilà, c'est à peu près tout. Et du coup, dans la vie triathlète professionnelle, tu fais quelque chose à côté ? Alors, je viens de passer pro cette année, notamment sur Ironman, sur le label et même sur Challenge par exemple. Ok. À côté, je travaille au CHU de Cimier en tant que... J'ai un master en STAPS, donc je suis prépa physique. Et j'ai aussi mon entreprise et je fais du coaching à distance. Ok, donc on va dire que tu es quand même dans le monde du sport un petit peu au quotidien, enfin d'un point de vue physique en tout cas, ou même si j'imagine du coup à l'hôpital c'est moins tourné triathlon quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu plus réhabilitation, personnes âgées, etc. Donc c'est un autre versant aussi. Ça reste du sport, mais c'est encore quelque chose de différent. Ok, donc une question qui va introduire ce podcast et qui du coup m'intéresse beaucoup au vu de ce que tu viens de me dire, c'est quelle est une journée type de ton quotidien ? Parce que si j'ai bien compris, du coup tu as 3 vies. Même 4, si on peut considérer ta vie perso. Est-ce que tu peux nous mettre dans le bain avec Rémi dans une journée que tu as l'habitude de faire ? Ok, donc à savoir au CHU, je suis à 80%, donc je travaille 30 heures par semaine. Donc j'ai 2 demi-journées de libre pour m'entraîner. Ok. Si on prend par exemple la journée du jeudi, comme aujourd'hui, j'ai tendance à aller nager le matin assez tôt avant d'aller taffer. Après, je travaille de 8h30 jusqu'à 14h, ma demi-journée. Okay. Et après, je vais rouler l'après-midi. En fonction de l'année, soit il y aura du vélo avec un enchaînement, soit il y aura juste du vélo. Enfin, ça dépend vraiment du moment de l'année. Mais en tout cas, sur cette journée du jeudi, j'essaie vraiment de charger un peu plus que les autres jours où j'ai plus le temps, quoi. Ok, et en général, du coup, tu arrives à caler quand même 1, 2 sports ? Je suis content quand j'arrive à en caler 3. Ok. 2 toute l'année, c'est vraiment l'idéal, je pense, sur le jeudi en tout cas. Ok. Bon, franchement, c'est honorable de voir que tu arrives à mixer tout ça. On va essayer de comprendre comment t'en es arrivé là. Justement, Rémi Petit, t'étais basé où ? Tu adorais le sport ? Tu faisais du triathlon déjà ? Tu faisais de la natation ? Je sais pas, tu viens d'où en fait ? Alors moi, je viens de Saint-Martin dans les Antilles. C'est une petite île. Ça fait 90 km², donc c'est vraiment pas grand. J'ai fait du judo quand j'étais petit, donc j'ai toujours été assez sportif. Après, j'ai fait 2 ans de natation, ça me plaisait pas tant que ça. Okay. Je me suis mis vachement au sport nautique parce que forcément dans les îles, on fait beaucoup ça. Donc planche à voile, surf, hobbycat, etc. Et à partir de 16 ans, je me suis mis à courir et j'aimais vraiment ça, la course à pied.
Et au fur et à mesure, il y a un club qui s'est formé. J'ai fait mes premiers championnats de France jeunes, j'avais 17 ans. Donc un long périple pour venir en France. Enfin, long périple, c'est 8 heures d'avion. Mais le dépaysement, de passer de la chaleur à la mer, l'eau chaude, et arriver à Châteauroux, je m'en rappelle, au milieu de tout le monde, il faisait froid, je me caillais. Enfin, c'était terrible. Mais ça, c'est ma première expérience sur, disons, épreuve fédérale en triathlon. Bah forcément, quand on est sur une petite île, le niveau il est vachement faible, donc on a l'impression d'être fort là-bas, mais quand on se retrouve en France, on est vraiment pas terrible. Et après, moi, je me suis installé en France pour mes études. Ok, donc ça, c'était à 17 ans. Ouais. Et du coup, le triathlon réellement, tu l'as commencé à quel âge ? Je crois que j'ai commencé, je devais avoir 15 ans, donc ça fait une dizaine d'années maintenant. Ok, avec plutôt un aspect triathlon court au début, ou c'était vraiment appréhender chaque sport et tu vois ensuite ce qui va se passer ? Bah, au début, on commence souvent par le court, mais surtout quand on est jeune de toute façon. Donc c'était vraiment faire des sprints. J'ai dû faire mon premier M, de toute façon on n'a pas le droit avant d'être en junior de faire des M. Ouais. Donc mon premier M, je crois que je l'ai fait à 17 ans. Et après c'était vraiment que des distances sprint, essayer de progresser là-dessus, mais je faisais ça vraiment au début pour faire du triathlon parce que j'aimais bien. Mais je faisais d'autres choses à côté, mais je faisais un peu de tri comme ça. Ok, Ouais. Et justement par rapport à ce que tu viens de dire, c'était une question que j'avais en tête. Parce que tu dis au début, tu faisais du triathlon parce que tu aimais bien, mais qu'est-ce qui t'animait en soi au début ? Est-ce que c'est la même chose qui t'anime maintenant ? Est-ce que tu as eu des évolutions dans ce qui t'anime dans ce sport ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui t'en es là ? Alors au début, c'est vraiment, je pense que moi j'aimais bien me voir progresser dans les 3 disciplines. Ok. Il y a eu, au début forcément, quand tu passes de pas faire de triathlon où tu fais du surf et de la planche à voile, tu te mets à courir 1 ou 2 fois par semaine, tu fais du vélo 1 ou 2 fois par semaine, et puis tu nages 1 ou 2 fois par semaine, bah tu peux que progresser, donc c'est vachement encourageant de continuer là-dedans. Après, ça me plaisait énormément de faire des compétitions surtout. Ok. C'était le côté, je m'entraînais pas que pour ça parce que j'aimais aussi m'entraîner, c'est super important dans ce sport de toute façon parce que c'est quand même une grande partie du temps. Mais maintenant c'est un peu différent, c'est toujours de continuer à se voir progresser, j'aime bien cette sensation. Mais maintenant que je commence à avoir quelques résultats sympas, c'est essayer de continuer à avancer, peut-être confirmer un peu ce que j'ai fait maintenant, même si j'ai encore beaucoup de travail je pense. Et justement, est-ce que tu continues à faire de la planche ou pas à côté ? Alors, en habitant à Nice, moi je fais encore du surf, on croirait pas comme ça, Si. mais en hiver, en tout cas de novembre à mars, j'essaye un peu de déconnecter, faire sauter des séances de nata avec des sessions de surf. On croit pas comme ça, mais ça fatigue bien, et puis ça travaille bien aussi je pense, et puis ça permet un peu de relâcher tout ce qu'on fait, d'être dans un bassin de 50 tout l'hiver. Ah, c'est sûr que ça change un petit peu. Et justement, est-ce que tu as une phase de la saison qui est haute et une phase de la saison qui est basse, justement, où tu te permets d'aller surfer ? Quel est le delta de ça sur une année de triathlon entière ? En tout cas, je m'autorise de novembre à mars à faire un peu ce que je veux en termes de... Par exemple, si je veux aller surfer en mars, j'irai surfer en mars. Okay. Je vais pas me dire il faut que je nage. Vas-y, va surfer, c'est mieux. Il y a des vagues, c'est pas souvent que ça arrive en plus ici. Ouais. Puis quand il y a des bonnes conditions, faut pas les rater. Donc novembre-décembre, en tout cas, c'est le moment où tout le monde est un peu en train de couper. Et dans l'hémisphère nord, ça reste un peu la logique. La saison se termine en octobre, puis après on coupe. Donc novembre-décembre, par exemple, l'année dernière, après les championnats du monde à Saint-Georges, où j'étais encore amateur, j'ai coupé, je crois, j'ai fait 3 semaines sans rien faire. Puis après, j'ai repris genre 3 semaines, mais ça me saoulait, donc... je faisais un peu comme ci, un peu comme ça. Enfin, j'ai vraiment recommencé à m'entraîner sérieusement début janvier, tout en gardant jusqu'à février-mars ce côté un peu fun de me dire vas-y, tu peux te laisser 1 fois par semaine, quand il y a des vagues, d'aller surfer à la place de nager, c'est cool aussi. Ok, justement, comment tu gères cette coupure-là ? Parce que j'avais reçu Arnaud Guillou sur le podcast et lui, il prend 1 mois de coupure. Et il disait que c'était nécessaire pour lui, mais finalement, quand il reprend l'entraînement, c'est très très dur. Comment tu l'as vécu, toi ? Est-ce que tu l'avais déjà fait, cette coupure ? Et du coup, est-ce que tu as envie de la refaire en fonction de comment tu l'as vécu ? Alors, j'essaye de la faire tous les ans. Cette année, ma coupure... elle est arrivée plus tard que d'habitude. D'habitude, je coupe vers la mi-octobre, mais ça dépend vraiment des objectifs de l'année. Hein, on s'adapte. Je crois que l'année dernière, j'avais dû couper 3 semaines, 1 mois. Après, en décembre, j'avais pas fait grand-chose. Je reprends vraiment un peu au feeling en décembre. Je me laisse vraiment le mois de novembre. Soit je coupe...
Enfin, il y a bien 2-3 semaines où je fais rien. Après, je reprends doucement. J'essaye de pas trop me focuser sur les sensations parce que forcément, à ce moment-là, on est nul. Hein. On perd vachement vite en 2-3 semaines. En plus, plus on est fort, plus on perd vite. Donc, et plus on perd beaucoup. Ouais, et surtout que là, du coup, tu avais ta transition où tu voulais passer pro et tu arrivais vraiment sur le longue distance, quoi, parce que tu n'avais jamais fait de full avant cette année. Non, alors j'avais fait que des halves, j'avais fait les championnats de France, j'avais fait Nice, j'ai fait quelques challenges, j'ai fait les mondes là en octobre, mais après jamais de full. Et du coup, avant d'arriver sur le 73, qu'est-ce qui t'a lassé ou qu'est-ce qui t'a emmené vers le long? Qu'est-ce qui t'anime dans cette distance? En fait, je trouve que il y a vachement plus de paramètres autres qui vont rentrer en compte que dans le court distance. Je continue à faire des courtes distances, j'ai fait une D2 la semaine dernière. Il y a plus de choses qui vont rentrer en jeu et je trouve que ces paramètres qu'on peut gérer, c'est vachement plus intéressant que ok, en courte distance, tu fais de mauvaise natation, ta course elle est réglée, quoi. Ouais. Alors que là, typiquement à Hambourg, je fais pas une très bonne natation justement, mais comme un Ironman, rien n'est jamais fini et il y a toujours moyen de se rattraper pendant, quoi. Ouais, c'est un effort qui est beaucoup plus long et du coup c'est ce qui toi t'a donné envie d'aller là-dessus, quoi. Ouais. Alors avant j'avais des grosses lacunes à vélo, maintenant je commence à bien progresser, à commencer à faire des vélos très propres. Mais c'est vrai que en fait en courte distance on se rend compte que le vélo il est vraiment laissé de côté. Ouais. Un peu moins maintenant, mais c'est quand même pas la partie la plus importante, quoi. Et justement, quel volume d'entraînement t'es amené à mettre en faisant du long et comment t'as été amené à progresser sur cette partie vélo où, pour moi, il n'y a pas de secret, il faut quand même passer des heures sur la selle. Mais du coup, est-ce que tu as eu des astuces? Est-ce que tu as fait plus des longues séances ou tu as fait plusieurs séances plus courtes? Comment tu as géré toute cette progression sur la partie vélo, par exemple? Alors là, ça fait maintenant 2 ans. Ouais, 2 ans que c'est ma 3e année avec mon entraîneur, donc Nicolas Emmett, qui entraîne Justine, qui entraîne Vincent Terrier aussi, par exemple, qui entraîne Dylan et Kevin maintenant aussi. Et je pense qu'on a réussi à trouver un équilibre entre faire du volume parce que ça reste important, mais au final, avec ma vie pro, c'est aussi compliqué. Donc, c'est surtout faire du volume au bon moment et après faire les bonnes choses quand il faut les faire. Donc, typiquement en hiver, on va plus avoir tendance à caler des intensités parce que les journées sont plus courtes. Typiquement, une journée comme le jeudi, j'ai expliqué tout à l'heure, à partir de 16h30, 17h, il commence à faire nuit. Donc, moi, je suis un peu limité par ça. Et je peux pas faire des gros volumes en hiver de ça, donc on va être plus sur l'intensité en hiver, développer la PMA par exemple, les seuils, etc. Pour aller progressivement, un peu comme une périodisation inversée de ce qui se fait d'habitude. D'habitude, on a plus tendance à faire du volume l'hiver pour arriver sur les intensités spécifiques, mais là au final, on fait un petit peu l'inverse et je trouve que ça match assez bien. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à vélo. Parce qu'en longue distance, ça reste quand même la discipline qui prend le plus de temps. Ouais, clairement. Donc on verra au fur et à mesure de ce que ça donne, mais pour l'instant, je trouve que ça continue à progresser, donc c'est cool. Et justement, en entraînement, sachant qu'en compétition, ça prend une part très importante, en entraînement, la partie vélo, ça représente quoi? Est-ce que tu fais 30% de natation, 40% de vélo et 30% de course à pied? Comment ça s'équilibre sur son temps d'entraînement? Alors ça va vraiment dépendre aussi de mes sensations, par exemple si je me sens bien à vélo, peut-être autant essayer d'y aller, passer des belles séances sur cette dynamique ascendante, de passer des belles séances, même si des fois travailler un peu dans la difficulté c'est bien, mais le vélo ça me prend entre 10 et 15 heures par semaine. Mettons, sur mes grosses semaines où je vais être en vacances par exemple, je vais essayer d'aller chercher 20 heures de vélo pour faire genre 600 km par semaine. Mais après, le vélo, pour moi, c'est la partie la plus importante actuellement parce qu'il faut que je la travaille. Pour la course à pied, moi, je faisais de l'athlétisme avant aussi. J'ai fait les interclubs, par exemple, avec mon club d'athlètes qui était le NCAA. Je faisais plus des disciplines courtes, style 3000 steeples. Donc la course à pied, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup avant. Là, je la laisse, pas un peu de côté, mais en fait, je me suis pas mal blessé, je pense... les 2 dernières années avec des mauvais choix sur le volume, de se dire ok, j'ai un passé d'athlète, peut-être que je peux mettre un peu plus de course à pied, au final ça passait pas forcément.
Donc là, par exemple, cette année, ma plus grosse semaine à pied, ça devait être quoi, 85 km, et après, je devais tourner autour de 45-50 toute l'année. Ah ouais, alors que tu as décidé de passer sur le full. Ouais. Ok, ça c'est intéressant du coup. Et ouais, c'est vraiment plutôt un aspect stratégique d'un point de vue blessure, quoi. Ouais, franchement, vaut mieux s'entraîner un petit peu moins et pas être blessé que s'entraîner beaucoup et devoir couper 4 semaines parce que t'es blessé, quoi. Et là, du coup, sur tes 40-45 bornes, tu fais quoi? Tu fais 2 séances, 3 séances, 4 séances? Bah, ça dépend toujours du moment de l'année. Après, c'est 50 bornes en moyenne. En hiver, je vais avoir tendance à en faire un petit peu moins avec un peu plus d'intensité. Pas mal d'allure, genre du polarisé typiquement en dessous de SV1. Okay. Après, quand on va arriver, par exemple, là c'était vraiment une prépa accès Ironman, donc on fait beaucoup je sais pas si ça parle à tout le monde, mais de faire de la Z2, on en fait énormément. Ouais. On passe des gros blocs. Après, ma plus grosse sortie à pied, cette année, j'ai fait 33 km en enchaînement après le vélo. Donc ça reste quand même une belle séance. Ouais. Mais il y a encore 9 bornes avant d'arriver à un marathon, quoi. Ouais, c'est sûr que après, quand tu la passes à l'entraînement, normalement en compétition, ça va mieux. Oui, c'est sûr. C'est un des enjeux. Et justement, sur cette saison où tu arrives justement dans la catégorie des pros et que tu as envie de te mettre sur la distance Ironman, comment tu as planifié ta saison? Parce qu'on sait que l'objectif principal en général, c'est de se qualifier pour les championnats du monde. Donc on verra que tu as eu la chance de te qualifier à Hambourg. Mais comment tu as défini tes pics de forme? Est-ce que la stratégie, c'est vraiment on va essayer d'arriver sur un pic de forme sur cette première course qui est Hambourg? S'il y a qualif, tant mieux. S'il n'y a pas qualif, on essaye de reviser un pic de forme. Comment tu as planifié ça et tu as regardé ça d'un point de vue stratégique? Alors, déjà, j'ai commencé cette année ma saison beaucoup plus tôt que d'habitude. Okay. Parce que, comme tu l'as expliqué, comme je l'ai expliqué aussi, c'est que jusqu'en mars, je suis un peu pas en roue libre, mais je fais un peu au feeling, tu vois. Donc, je passe des belles semaines régulières, etc. Mais je me laisse le choix de faire un peu ce que je veux. Donc, je commençais ma saison en général fin mai d'habitude. Là, j'ai commencé à Cannes fin avril, donc ça fait un mois plus tôt. Ouais. J'ai fait une super bonne course à Cannes, j'étais super bien. Je fais 4e, je crois, du M. J'ai fait le M, j'ai pas fait le L. Okay. Et après, j'avais prévu après Cannes de, par exemple, poser 2 semaines de congé pour m'entraîner à fond et terminer avec Fréjus le L sur la fatigue. Fréjus, ça s'est pas bien passé, je m'y attendais parce que j'avais fait 2 semaines avec beaucoup de volume. Donc c'était un mois avant Hambourg. Moi, mon objectif vraiment c'était Hambourg. Faire quand même un half avant Hambourg, c'était important parce que jamais d'Iron, si tu fais pas d'alpha avant, ça allait être un peu compliqué. Donc même pour la confiance, même si c'est pas ultra bien passé, t'as quand même fait un alpha, donc ok, tu te dis c'est bon. Et surtout avec les 2 semaines que je venais de faire. Après j'ai continué à m'entraîner, j'ai passé des super séances avant Hambourg, donc franchement j'étais clairement en confiance. Et Hambourg, moi je visais clairement pas une qualif, ça arrivait pas par hasard parce que je m'entraîne pour ça. Je fais tout pour performer en tout cas. Mais je m'attendais pas à faire 6e, quoi. Okay. Je pense que c'était vraiment le meilleur jour, le meilleur pic de forme de ma vie peut-être. Avec les championnats du monde l'année dernière aussi. Mais c'est vrai que 6e, ça reste un super résultat. Quand tu vois les noms qu'il y a autour, j'étais vraiment satisfait et presque surpris parce que ça reste quand même une perf incroyable, quoi. Et il était visé ce pic de forme ou parce que oui, ok, tu l'avais en tête de vouloir performer, tu visais pas justement la qualif en soi parce que tu te disais ça va pas le faire. Mais est-ce que tu avais visé, c'était vraiment un de tes objectifs principaux de la saison? Je pense qu'en arrivant sur un premier Ironman, si on commence à essayer de jouer sans avoir un pic de forme, ça peut mal se passer pour une première expérience. Donc on avait visé vraiment Hambourg, en prenant en compte qu'il y avait Nice derrière aussi, parce que de base, j'allais faire Nice normalement. Et du coup, Hambourg, c'était le pic de forme. Puis après, essayer de s'amuser sur un autre Iron 3 semaines après. Donc maintenant, ça a un petit peu changé vu que je suis qualifié au monde. Mais ouais, c'est sûr, ça change la saison et la suite de la saison, quoi. Ouais. Ok. Et justement, dans toute cette partie, on va dire, préparation, et j'ai beaucoup aimé la roue libre jusqu'à mars, est-ce que tu prends en compte l'aspect nutrition à côté? Comment tu gères cette partie-là à l'entraînement, mais aussi à côté? Alors moi, j'ai un peu cette philosophie de me dire que l'entraînement déjà en triathlon, c'est assez dur, c'est assez contraignant. Alors si on commence à se mettre des barrières au niveau nourriture, de se dire
vas-y, je vais pas manger ci, vas-y, je vais pas manger ça. Je trouve que, enfin, moi en tout cas, ça marcherait pas. Donc, Ok. je pense que je pèterais un plomb. J'aime beaucoup manger. Des pizzas, des trucs comme ça. Donc, franchement, j'essaie de me faire plaisir. Et je pense qu'on a une dépense énergétique qui est tellement importante dans la journée que, au final, passer 5000 kcal dans la journée, ça va pas nous faire grossir, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Et justement, à l'entraînement, parce que t'es quand même arrivé du court au half et le full, c'est quand même un autre effort et une autre consommation énergétique. Comment tu t'es entraîné pour, je sais pas combien tu prends de grammes de glucides par heure, mais comment tu t'es entraîné pour atteindre cette dose-là? À l'effort, donc, on le fait à l'entraînement, typiquement, on essaye de passer je sais pas, 100 grammes, 110 grammes de glucides par heure. Ok. Moi, je fais quand même 78 kilos, donc je peux passer normalement pas mal. Et je tolère assez bien. Après, c'est des doses où tu peux pas le faire si tu t'entraînes pas avant, parce que typiquement, tu auras mal au ventre. Ouais. Donc, s'entraîner à le passer à l'entraînement, je trouve que déjà, c'est super important pour le confort intestinal. En plus, sur certaines séances, tu vas avoir des meilleures adaptations si tu as de la dispo énergétique. Donc forcément, ça a son intérêt aussi de le faire. Pas le faire tout le temps parce que déjà, c'est un coût. On est d'accord. Mais le faire vraiment sur les séances spécifiques. Je me rappelle d'une séance, c'était quoi, 2 semaines avant Hambourg, j'avais 5 heures de vélo. Typiquement, tout en position aéro, passer des blocs un peu spé. Ok. J'ai réussi à tourner à 110 grammes par heure pendant 5 heures. Donc je me dis, à ce moment-là où tu n'as vraiment aucun désagrément un peu intestinaux, cool, ok, c'est déjà une bonne chose. Ouais. Après, c'est un travail à long terme, ça fait 2 ans que j'essaye de le faire. Et ça, c'est game changer, quoi, ça change tout. Ouais, tu le sens vraiment Ouais. sur toi. Et tu le prends sous quelle forme, toi? Solide, gel, liquide dans ta boisson? Alors je fais surtout gel et liquide dans la boisson. Solide, les barres, ça passe pas. De toute façon, il faut les digérer. Donc l'intensité, typiquement sur un half, c'est impossible de les digérer. Ouais. Donc que du gel et que de la boisson iso. Ok, donc ça, pour nos auditeurs, est-ce que toi, par exemple, tu as trouvé tout de suite ton équilibre avec une marque? Est-ce que tu as fait plusieurs tests pour trouver vraiment ton équilibre sur cette partie nutrition? Alors du coup, typiquement, quand j'ai commencé le long, j'ai capté que c'était essentiel pour performer en longue distance la nutrition. Ouais. Un truc qu'il n'y a pas en courte distance, même si un petit peu de plus en plus sur des M, ça commence à passer des gels ou des trucs comme ça. Au début, j'ai commencé avec i5, des gels très liquides, et ça passait vraiment bien. Ok. Et après, j'ai essayé plein d'autres marques. Morten, j'ai eu beaucoup de mal, même s'il y en a qui arrivent très bien. Leurs gels, j'ai du mal à les passer, ça passe pas. Mais je suis plus team gel liquide que team gel confiture. Ouais. Ouais, c'est sûr que c'est pas la même chose. Ouais, i5, je sais pas, il va y avoir Endurance que j'aime beaucoup aussi. Après, il y en a qui ont différentes tailles. Ouais. Il faut trouver, je pense, il faut essayer des choses avant de trouver. De toute façon, tout le monde est différent et il y en a, ils vont pas du tout aimer les gels, ils vont prendre que des barres. Ouais. Il y en a qui vont pas du tout aimer les barres, ils vont prendre que des gels. Il y en a, ils vont pas réussir à manger des gels ni des barres, ils vont prendre que de la boisson. C'est un peu plus chaud. Mais ouais, je pense qu'il faut essayer avant de savoir ce qu'on peut vraiment passer, quoi. Ouais, justement, toi, tu passes toujours les mêmes choses à l'entraînement et en compétition, ou alors ça peut t'arriver de prendre du solide à l'entraînement, alors que tu vas prendre que du gel et du liquide en compétition? Alors, j'essaye de passer tout le temps la même chose. Par exemple, typiquement en hiver, on va pas réussir à passer la même chose parce qu'on n'a pas soif, on n'a pas faim sur le vélo, il fait froid. Alors que quand tu arrives avril, mai, tu commences à descendre 2 bidons sur 2 heures, alors qu'en hiver, tu bois presque pas sur 2 heures, quoi. Ouais, c'est beaucoup plus simple, quoi. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, c'est super intéressant de voir tout ça, et j'avais vraiment envie de faire un focus du coup sur Hambourg avec un super résultat dès ton début en pro. Donc voilà, on en a parlé un petit peu. Déjà, est-ce que pour les auditeurs, tu peux rappeler ta position et aussi un peu les temps que tu as pu faire sur cette course? Ok, du coup, à Hambourg, je fais 6e place en 7h44-15, je crois. Donc c'est la 3e perf française de tous les temps sur Ironman. Donc ça, j'étais aussi très surpris. Ouais. Après, ça a été un parcours très rapide. En natation, je fais pas une très bonne nat. J'avais des sensations vraiment pas terribles. Je suis dans un pack, je sors 34e de l'eau. Ok. Donc, alors que normalement, je nage plutôt bien. Et là, j'ai pas trop compris pourquoi. Après, c'était en eau douce, etc. Je sais pas. Et même avec du recul, t'arrives pas à... Je pense que je suis pas en piscine, je suis pas terrible. En eau de mer, je suis assez bien.
Je pense que c'est le côté vraiment eau douce où je flotte un petit peu moins, j'ai tendance à couler, même si on était en combi. J'ai eu du mal, je sais pas, j'arrivais pas. J'ai des mauvaises sensations. Et puis je me suis dit après la natation, j'ai l'impression que c'était l'épreuve la plus longue de l'Ironman, alors qu'au final ça a duré 51 minutes. Donc je sors de l'eau, je me dis waouh, quelle natation pourrie et tout. Et je sors avec Vincent, avec qui je m'entraîne tout le temps. Donc déjà, d'habitude on nage pareil, et tous les deux on se dit on a fait une nat pourrie. Donc après, c'est là où il faut se remobiliser un petit peu et repartir à vélo. Donc on était dans un petit groupe. Après, on a repris le gros groupe de tête. Ouais. Enfin, pas de tête, le deuxième groupe. Okay. Donc on était 25 dans le groupe, donc très gros groupe, ouais. Le vélo, ça m'a pris 4h09. Si vous voulez les watts, je les ai pas. Parce que le capteur de puissance, il ne fonctionnait pas toute la semaine. Donc j'ai tout géré au cardio. Wow. Après là c'est plus une course stratégique où tu essayes de suivre le pack plus que regarder tes watts. Au final je pense que c'était peut-être un mal pour un bien. Ok. Donc le vélo 4h09, il y a eu un tragique accident sur Hambourg, on le sait. Donc ça a un peu perturbé la course aussi. Et le marathon en 2h36, 26 exactement. Ok, et t'avais déjà calé un marathon à sec dans ces temps-là ? Alors j'avais jamais fait de marathon, j'avais fait une fois j'étais rentré à Saint-Martin et pour le fun j'avais fait le tour de l'île genre en mode course. Et c'est très vallonné, ça fait 38 bornes, j'avais fait je crois 3,50 au kilo de moyenne. Ça représente... Enfin il y avait 800 de dénive donc c'était... c'est quand même mieux que la course à pied d'Hambourg. Mais j'avais jamais fait de 42 bornes labellisées, etc. Ok. Et justement, si on reprend cette course, c'est ta première en tant que pro, comment tu abordes la course d'un point de vue mental ? Est-ce que tu arrives là-bas, c'est tout nouveau pour toi et en plus, tu n'as jamais fait de full, donc tu es stressé ? Est-ce que justement, comme tu disais tout à l'heure, tu avais passé des bons blocs d'entraînement, donc tu as envie de voir ce que ça donnait et tu étais confiant ? Qu'est-ce qui te traverse l'esprit ? Et je pense que nos auditeurs, c'est... À tout niveau, c'est des choses qui peuvent leur traverser aussi l'esprit. Qu'est-ce que toi, tu te dis avant cette course, quoi ? Alors, j'étais assez confiant parce que j'ai passé quand même des bons blocs d'entraînement les semaines avant la course. Okay. Donc ça, déjà, ça aide un petit peu. Après, j'ai vu le plateau de pro qu'il y avait. Sans te mentir, j'y allais pour faire un Ironman et faire la course et me dire sans pression. J'avais dit, si je fais un top 20, je serais genre super content. Ouais. Et j'y allais pour vraiment... Enfin, j'avais rien à perdre, quoi, en gros. C'était genre... si je faisais bien, bah, trop cool. Et si je faisais pas bien, bah, je me dis, bah, c'est ton premier Iron, c'est ta première année chez les pros, tu peux que apprendre. Enfin, j'avais un peu rien à perdre là-dessus, quoi. Ok. Et le fait que ton capteur de puissance marche pas, donc là, avec du recul, tu dis, c'est peut-être un mal pour un bien, mais... Comment tu l'abordes avant la course ? Ça te stresse ? Tu dis, bon, bah, tant pis, je vais gérer ça au cardio ? Ou vraiment, il y a un stress qui est profond et tu essaies de trouver une solution ? Alors, je crois qu'on est arrivé le mercredi soir. Le jeudi, on allait rouler. Le capteur de puissance, il disait n'importe quoi. Je crois que j'ai réétalonné 12 fois le capteur de puissance. Okay. J'ai redémonté les pédales, j'ai remonté les pédales, j'arrêtais pas. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, ça marche pas, c'est pas grave, quoi. Donc, du coup, je suis allé sur j'avais pas de prix de ceinture cardio en plus. Donc, je suis allé sur le stand Ironman, j'ai acheté une ceinture cardio et j'ai fait la course avec pour me dire, genre, au moins, t'as une donnée, quoi. Tu peux t'accrocher à quelque chose. Et encore, cette donnée, sans les watts, on peut pas trop savoir ce qu'elle vaut parce que déjà, quand tu sors de l'eau, ton cœur, il est beaucoup plus haut que d'habitude. T'as au moins 20 minutes avant qu'il redescende. Là, il est pas redescendu avant 1h30 de toute façon, donc ça valait rien, mais c'était la seule donnée où Maintenant, on est vachement focus sur les données pour s'entraîner, les données de puissance, les données de cardio, c'est super important à l'entraînement. Avant, en groupe d'âge, je gérais toutes mes courses au capteur de puissance parce que c'est un effort vachement plus solitaire, t'as pas cette dynamique de groupe où il faut essayer de suivre pour être dans le bon pack, entre guillemets, mais plus gérer ton effort, gérer ton truc tout seul. Là, je pense que ça change un petit peu en pro. Ok. Et justement, sur cette semaine ou ces semaines avant d'arriver à Hambourg, est-ce que tu as pris une semaine de vacances ? Est-ce que tu gardes ton rythme ? Parce que y a certains pros, on le sait, dans le triathlon qui font que ça. Il y en a d'autres comme toi qui ont une double, voire triple vie. Comment toi, tu as abordé ça ? Est-ce que tu as eu besoin de descendre en pression et de te prendre une semaine avant ? Ou alors justement, tu as continué jusqu'au bout ? J'avais pris déjà 2 semaines de vacances avant pour m'entraîner. Donc, quand on travaille, on peut pas avoir des semaines c'est pas illimité, malheureusement. Même si mon employeur, c'est assez souple là-dessus.
Quand il verra le podcast, Il sera il content. sera d'accord. Après, la semaine avant, en fait, l'avantage de faire un triathlon loin, par exemple, pas comme à Nice ce week-end, c'est que tu es obligé de partir 4 jours avant. Ouais. Donc en fait, les 4 jours avant, tu coupes niveau taf, t'es vraiment que dans la course, t'es en bourg déjà, par exemple, et bah tu penses pas à travailler. Donc ouais, la semaine avant, c'était un peu comme des vacances à partir du mercredi. Ok, et justement, une fois que tu as passé cette semaine et que tu as quelques jours, on va dire, de repos, ta dernière séance d'entraînement choc associée au full, c'est quand? Est-ce que tu as une grosse séance arrivée sur Hambourg ou pas du tout? Là, on a vachement relâché par rapport à d'habitude. Ok. D'habitude, on essaie de garder un petit peu de volume, faire le jeudi, par exemple, une bonne séance d'entraînement. Là, moi, le jeudi de la course, en plus, mon capteur ne fonctionnait pas. J'ai crevé sur le parcours. Il faisait froid, on s'est caillé et tout. Franchement, c'était nul. Donc, j'ai fait genre vite fait un truc, genre pour faire un truc, mais genre ça servait à rien en fait. Ok. On a vu le parcours, j'ai crevé, on est rentré, on avait froid, j'ai roulé 2 heures et voilà. Ok. Ça, c'est le jeudi d'habitude. Normalement, je m'envoie une bonne séance d'intensité encore. Là, j'ai pas pu parce que déjà, je crève. Et ouais. Je peux pas avoir de watts, etc. Donc, je fais un peu au feeling, quoi. Et justement, la séance que tu disais tout à l'heure avec l'enchaînement à 33 bornes, lui, il arrive à quel moment par rapport à la compétition? Lui, il est arrivé 4 semaines avant. Ok. J'avais fait une grosse intensité à vélo la veille. Le lendemain, j'avais, je crois, 1 heure allure full. Ok. Et enchaîné après direct avec la course à pied. C'était une course à pied, je crois que c'était des... Attends, on va se rappeler de la séance. Je crois que c'était 8 minutes genre 10 minutes Z2, 6 minutes Z3, 3 minutes Z4, tout enchaîné, 4 minutes de récup à la fin et le tout 4 fois. Pas mal. Ouais, une bonne séance avec T'as les le temps de voir récup du bien paysage. actives, etc. Donc pour faire un 33 bornes, on avait couru à 3,50 je crois. Ok. Ouais, donc c'était vraiment ta dernière séance choc un mois avant, quoi. Ouais. Après, j'ai passé d'autres séances assez longues, mais j'ai pas dépassé les 25 bornes, quoi. Ok. Ouais, c'est intéressant de voir un peu comment tu abordes cette course-là. Et justement, vu que tu as passé cette transition d'amateur à pro, quelle différence tu as pu voir d'être professionnel, que ce soit par exemple les conférences, le briefing, même la course, et bah, du coup tu le disais un petit peu, mais quelle est la grosse différence que tu ressens entre courir entre pros et courir en amateur? Bah déjà, on a un départ de natation, on est tous ensemble. Donc, c'est pas un rolling start où on va partir par vague de 8. Même si le rolling start, c'est critiquable, mais au final, il y en a plein qui préfèrent parce que tu es tranquille en train de nager, t'as pas un mass start où tu te fais défoncer. Là, au final, en natation, tu pars avec tout le monde, donc tu peux choper des pieds, tu peux être avec un groupe, donc ça, c'est intéressant déjà. Le côté avant-course, c'est vrai que faire le briefing pro, t'es un peu avec tout le monde. Je suis pas trop stressé, mais c'est pas non plus très stressant ça. Donc c'est juste la contrainte de temps. Il faut y aller, quoi. Ouais. C'est juste ça le truc. Après, c'est pas trop dérangeant quand t'as que ça à faire la semaine avant, entre guillemets. Ouais. Ça va. Et justement, le vélo, tu disais, tu le fais pas du tout de la même façon. C'est vraiment plus en jeu stratégique. Tu essayes de prendre un pack et de voir. Parce que je discutais aussi un petit peu, Léon Chevalier qui était passé sur le podcast et Arnaud, et en fait, il disait que s'il y en a un devant qui appuyait très très fort, ils essayaient tous de suivre, et du coup, c'est un peu. On arrive maintenant dans un triathlon un peu du bluff, quoi. Genre, le premier, il appuie, il voit si ça tient derrière. Comment toi, tu gères cet aspect stratégique? Est-ce que déjà, tu pars sur la course, tu dis, voilà, je vais essayer de garder le rythme du pack. Bon, là, t'as pas eu les watts, mais est-ce que tu te dis, il y a une limite, je peux pas passer au-dessus de ça, faut que je fasse attention, quoi? Là, je pense qu'il n'y avait pas de limite, justement. Okay. Déjà, j'avais pas les watts pour me fixer la limite. Mais après, ça dépend aussi des parcours. Typiquement, là, en bourse, c'est tout plat. Donc, tu sais que tu vas essayer de suivre, essayer de rester dans le pack parce que tu vas avoir une bonne dynamique. Là, à Nice, par exemple, c'est encore autre chose. Il y a beaucoup de parties vallonnées. Donc, il faut un peu gérer ton effort par rapport à toi. Le mec qui fait 60 kg, forcément, il va monter plus vite que moi qui fais 78. Ouais. Après, je vais descendre plus vite parce que la gravité, ça aide. Mais non, je pense que en pro, suivant les parcours, il faut essayer de profiter de cette dynamique. Okay. C'est important. Un peu laisser tomber le capteur de puissance. Là, je sais que j'ai dû faire un effort un moment pour essayer de recoller le pack à Hambourg. J'ai dû faire un effort qui doit correspondre à, je sais pas, à 15-20 minutes autour de 330-340 watts parce que
je me suis dit, il faut rentrer maintenant, sinon ça va être trop long après, on va rester à distance, etc. Donc j'ai fait l'effort pour essayer de ramener mon petit groupe. Ouais. Après, c'est vrai que quand on arrive en ville, ça fait que faire accélération, ralentissement, accélération, ralentissement. Enfin, c'est que ça, que des efforts un peu intermittents. Presque comme du Grand Prix. Ok. Au final, on est assez loin les uns des autres avec les arbitres, etc. Enfin, en tout cas, ça arrête pas d'accélérer, ralentir. C'est vachement nerveux en fait, c'est différent. Ouais, c'est vraiment une autre course et Ouais. surtout tu vois ton classement quoi. T'as pas le tracker qui te dit qu'il y en a un qui passe devant parce qu'il est parti en rolling start derrière ou des choses comme ça quoi. Ouais, c'est ça. Là t'es vraiment positionné. Ok. Et justement tout à l'heure on parlait de l'aspect nutrition. Une question que je me posais c'est tu manges quoi la veille de course justement avant un Ironman comme ça? Alors déjà, je me suis rendu compte à Fréjus qu'il fallait que j'arrête les fibres genre le vendredi si la course est le dimanche. Ok. Donc 2 voire 3 jours quasiment avant la course. Là, mes repas types à Hambourg, c'était vendredi midi une pizza. J'ai pas bu de bière quand même. Ouais, ça va. Vendredi midi une pizza et après du riz, beaucoup de riz. Ok. Parce qu'au final, c'est ce qui me convient. Le gluten, je pense que ça irrite un peu les intestins. Donc après, quand tu passes tellement de gel derrière, il faut que ça soit solide. Donc la veille, Donc, une assiette de riz riz blanc. Quoi. jambon, riz poulet, riz jambon, riz poulet. Le matin de la course à 3h, du riz. Ok. Voilà, avec un peu de miel dedans, par exemple. Mais ouais. Bon, c'est des bons repas quoi. On va dire que la pizza du vendredi, tu la retiens jusqu'au dimanche soir. Quoi. C'est pour le sel. Ouais, putain, tu m'étonnes. Et justement, le protocole de nutrition sur Hambourg, est-ce que tu manges juste avant la natation, tu manges juste après? Comment tu gères cette partie-là? Et après, sur le vélo, tu disais que tu étais à 110 grammes? Mon dernier repas, il est 3 heures avant la course. Ok. Pour être bien en termes de digestion. Avant le départ, je prends genre un gel, ça doit faire 30 grammes de glucides. Avant, je prends un gel genre caféiné avec 100 mg. J'ai remarqué que ça me... Enfin, je sais pas, genre, est-ce que c'était à cause de ça, mais j'ai l'impression d'être essoufflé dans l'eau après avoir pris le gel caféiné. Ok. C'était peut-être pas ça, mais depuis, j'en prends plus, je prends des gels normaux, ça va. Ok. Après, là, la natte était nulle, donc... ça se trouve, c'est à cause du gel normal aussi. Donc voilà. À la sortie de l'eau, t'as ta transition, etc. Après à vélo, au début, franchement, ça a grave vissé. Donc j'étais plus à vas-y, tiens, j'ai une gourde avec la paille, donc tu bois direct, t'as un peu de sucre. En vélo, j'étais à 130 grammes de glucides par heure. Après, il faut savoir que c'est des conditions assez fraîches. On sort de l'eau, il fait 13 degrés. Après, on dépasse pas les 21 degrés. Ok. Donc au final, t'assimiles quand même vachement bien. Après, je passe 3 litres 5 de boissons ISO, d'eau, etc. Donc ce que tu prends sur la ravito à la fin. Ouais. Et les gels, du coup, 130 grammes de glucides par heure. Ça fait... J'ai plus en tête la somme brute, mais je crois que ça fait 1,7 grammes par kilo par heure. Ok. Ouais, donc c'est... Rapporté au poids de corps. Ouais. Ouais, c'est quand même des belles quantités, mais Ouais. au final nécessaires sur de tels efforts, quoi. Mais ouais, en plus, on sait que ça dépend aussi un peu de la température et tout, donc comme tu dis, quand même, c'est assez frais, mais tu as réussi à t'adapter là-dessus. En tout cas, un grand merci pour ce retour d'expérience sur Hambourg. On va passer à la petite FAQ d'Instagram, justement, des auditeurs. La première, mais tu as déjà répondu, du coup, c'était Pierre. Combien de watts sur ta performance exceptionnelle sur ton premier full? Donc là tu nous as déjà dit que... Je peux pas savoir, mais si on regarde par rapport aux autres, ça doit être aux alentours de entre 270 et 280 watts, je pense. Ok. Dans cette fourchette. Ouais, t'as un ordre d'idée quand même en fonction de ce que t'as fait. Bon, en tout cas, merci pour ce partage. Il y a Alex qui nous demandait en fait quels sont les leviers que tu penses pouvoir actionner dans le futur pour encore progresser? Je pense que même si j'ai fait un temps marathon très solide, deuxième temps derrière Denis qui fait un super temps aussi, je pense que mon volume en course à pied encore il est vachement faible par rapport à des personnes qui vont courir 80-90 bornes semaine toute l'année et des semaines choc à 120. Je dis peut-être des bêtises, mais je pense qu'il y en a qui le font. Peut-être continuer à rajouter un peu de volume comme ça, mais je me dis ça marche bien pour l'instant, donc pourquoi changer des choses? Alors peut-être à un moment je vais stagner, il va falloir changer des choses, mais après peut-être rajouter du volume en vélo. Ça après c'est plus du temps qui me manque que de l'envie.
Et la natation, faire des meilleures natas, parce que là au final un pack de tête qui est devant, qui sort je crois 4-5 minutes devant moi, c'est des mecs qui sont rattrapables après. Ouais. Maintenant à vélo avec tous ces groupes, tous ces packs, les motos, etc., t'as un pack de tête, tu peux jamais revenir quoi. Ouais, c'est trop dur. Donc peut-être progresser en nata, et plus nager en tout cas. Ok. Et peut-être plus courir. Et peut-être plus rouler aussi. Augmenter le volume, quoi. Ouais, augmenter le volume en règle générale. Après, je pense que quand il y a une méthode qui fonctionne bien, il ne faut pas chercher à la changer tout de suite. Il faut essayer de continuer là-dedans avant d'essayer de changer des choses pour continuer à progresser. Parce que si ça fonctionne, pourquoi tu changes quelque chose qui fonctionne ? Ouais, c'est sûr. En tout cas, merci pour cette réponse pour Alex. Et c'est assez proche, c'est Alix qui avait une question. As-tu un conseil à me donner pour progresser en natation ? Quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner ? C'est assez dur comme... J'ai fait pas mal de temps dans un club de natte. On avait des semaines de stage, on nageait 40 km et je progressais plus. Donc je dirais que c'est pas le volume le problème, c'est plus vraiment le côté essayer se focus sur un point technique que quelqu'un a repéré chez toi ou que même toi tu as pu repérer. Je sais pas, il y a plein de vidéos YouTube maintenant où tu peux voir des corrections, essayer de mettre en place des éducs en tout cas, mais au début pas essayer de se concentrer sur des séances physio, mais plus sur des séances techniques, parce que la natation, la limite, quelqu'un qui court je sais pas, on va dire 40 minutes au 10 et qui va nager 2,30 au 100, le problème c'est pas le physio, c'est clairement la technique. Ok. Donc vraiment essayer de focus sur un point technique, faire que des semaines où tu vas peut-être pas faire d'intensité, vraiment essayer de te concentrer à chaque fois vraiment sur ce point, je sais pas, aller chercher loin devant, au lieu d'aller chercher ici avec ton bras, essayer d'aller chercher plus profond, ou vraiment des petits trucs comme ça où tu te concentres tout le temps dessus. Il faut pas qu'il y en ait trop parce que sinon après tu t'en mêles. Mais en tout cas, essayer vraiment d'insister sur ce petit point à chaque fois. Ouais, donc vraiment une grosse partie technique, contrairement au vélo, à la course à pied, où au début on dit peut-être un peu plus s'entraîner, y aller tranquillement, mais c'est vrai que la natation, il y a vraiment cet aspect-là, quoi. Le vélo, c'est vachement récompensant. Tu fais du volume, tu progresses. Ouais. La natation, tu fais du volume, des fois tu progresses pas parce que techniquement t'es mauvais. Tu progresses pas techniquement si tu fais du volume en plus. Il faut vraiment essayer de se concentrer sur un aspect, l'améliorer et même si ça marche pas au début, essayer de continuer dans cette direction en tout cas, parce que si t'essayes pas passer directement sur des séances où tu vas faire de l'intensité, tu vas mettre de la fréquence, ça va pas marcher. Ouais. Et pareil, quand après tu rajoutes de l'intensité justement, pas essayer de chercher à aller vite, mais plus mettre en place des choses pour aller vite. Ok. Ça sera la résultante de ce que tu as mis en place, quoi. Ok. Bon, en tout cas, merci pour ces différents conseils, surtout sur la partie natation. On va finir par les deux questions que je pose d'habitude sur le podcast. La première, c'est quel est ton plus beau souvenir en triathlon ? Hambourg. Hambourg, voilà. Ouais, franchement, le marathon, je me sentais volé. Il y a un moment où je me suis dit... le premier semi, je crois que je passe 1h15-50, ce qui est très rapide pour quelqu'un qui fait un premier Ironman. Et je sais pas, je sentais rien, c'était trop cool. Je me suis quand même calmé intentionnellement à un moment parce que je me suis dit au 30e, ça peut être dangereux de continuer comme ça. Et pour essayer de relancer un peu sur la fin. Donc ça, franchement, c'était vraiment un super souvenir parce que j'ai l'impression que rien ne pouvait m'arriver, quoi. Ok. Ouais. Bon, écoute, au top. J'espère que tu auras un autre plus beau souvenir bientôt. Je te le souhaite. Et justement, lors d'un entraînement difficile, tu te dis quoi mentalement pour passer cette séance ? Qu'il y en aura des plus difficiles. Ok. Non, qu'est-ce que je me dis ? Je me dis... En fait, j'essaye de me dire que même si c'est difficile et que tu la passes pas, au final, est-ce que c'est grave de pas réussir à faire cette séance ? Ouais. Donc après, des fois, il faut s'accrocher dans le sens où il faut passer des séances, mais des fois, si tu la passes pas, je pense qu'il faut pas essayer de s'entêter là-dedans. Donc vraiment de dire, le coup d'après, ça ira mieux, ou alors essayer un peu de forcer dans la difficulté, mais si tu vois vraiment que c'est trop dur, c'est procrastine, quoi. Ok. Pas trop longtemps après, mais procrastine un peu. C'est beau. Bon, en tout cas, merci pour cette réponse et merci globalement pour notre échange. C'est vraiment très cool. J'ai appris à te découvrir et je pense que les auditeurs aussi. Justement, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver s'ils ont quelques questions à te poser, X ou Y ?
Sur Insta principalement, après à Nice, sur Ok. la prom. Au top. Bah écoute, on verra et puis je te souhaite le meilleur pour la fin de saison et je te dis encore merci. Ok, merci À très beaucoup, vite. à Ciao, bientôt. ciao. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour continuer à faire évoluer le projet, je vous invite à me laisser un avis sur les différentes plateformes d'écoute. De plus, pour suivre l'actualité, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram Loop sur le triathlon. Et surtout, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Alors merci à vous et à très vite. Ciao ciao.